Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir une des personnalités marquantes de la Côte d'Ivoire. Grand informaticien de son État, lorsque le président Laurent Gbagbo avait pris le pouvoir, il avait lancé un appel d'offres, un concours pour sélectionner le meilleur afin de lui confier la gestion de la douane. Il a été primé. Il s'appelle Nyamia Kona. Nyamia Kona, pour celui qui le connaît très bien, il fait partie des têtes pleines et pensantes, bien faites de la Côte d'Ivoire. Après Laurent Gbagbo, il a créé son parti, il est rentré dans le gouvernement, il en est ressorti. Aujourd'hui, il est de passage à Paris dans le cadre d'une tournée européenne politique. Il a accepté de nous recevoir, c'est tout un honneur pour moi et pour vous de recevoir Monsieur le ministre Nyamia Kona. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur le ministre, l'actualité est dans. Que pensez-vous de la sortie conditionnelle du président Laurent Gbagbo? Et que pensez-vous? Qu'est-ce qui vous anime à entendre que le président Gbagbo et Public Goudé sont sortis de manière conditionnelle? Dans un premier temps, nous avons tous, en tant qu'Ivoiriens, été heureux que le président Gbagbo et son ministre de Goudé soient acquittés. À la suite, nous avons été surpris, voire déçus, qu'il y ait eu un appel à l'issue duquel ils ont obtenu finalement une liberté conditionnelle. Mieux vaut avoir une liberté même conditionnelle que être en prison. C'est une satisfaction pour nous. Et comme nous les Ivoiriens, nous aimons prier, on continue de prier pour qu'en fin de compte, cette liberté conditionnelle se transforme rapidement en liberté tout court. Voilà les sentiments qui m'animent dans ce moment. Vous avez collaboré avec le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous retenez de cette collaboration avec Laurent? Je pense que j'ai eu une très bonne collaboration avec le président Gbagbo. Je ne sais pas si il y a des personnes qui ont ressenti le même plaisir, la même plénitude en tant que collaborateur. C'est-à-dire que sous le président Gbagbo, j'ai fait exactement ce que je voulais faire. Plus fort. J'ai fait exactement ce que je voulais faire. Peut-être que c'est l'appel à la candidature, mais en tout cas, rarement il y a eu des problèmes, même quand il y en a eu, j'ai expliqué au président Gbagbo de quoi il s'agissait. Et il m'a toujours laissé aller dans la direction du monde. J'ai passé ainsi 7 ans à la tête de la douane et j'assume pleinement les résultats parce qu'on m'a laissé, le président Gbagbo, on m'a laissé toute la liberté de travailler. Et après le président Gbagbo, dans votre souci de toujours aider au développement de votre pays, vous avez accepté de collaborer avec le président Alassane Dramane Ouattara. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Vous savez que j'ai été moi-même candidat à l'élection présidentielle en 2010. Je n'ai pas été retenu pour le deuxième tour. Et il fallait, en tant que parti politique, choisir un camp. Le camp qui acceptait de tenir compte de nos projets de société. Et nous avons donc écrit aux deux camps pour leur exprimer notre façon de voir les choses, pour leur dire que
voilà notre projet. L'essentiel de notre projet, c'est la lutte contre la corruption qui pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de gagner en plus en termes de recettes fiscales environ 500 milliards chaque année. 700 milliards, 500 milliards chaque année. Enfin, je ne me rappelle pas des chiffres. Ça vous basez de la douane, hein? Non, de la douane de manière globale. De manière globale. D'accord. De manière globale, la lutte contre la fraude pourrait rapporter ce que nous avons estimé à l'époque, et que si vous êtes prêts à tenir compte de ce projet, et nous avons indiqué la répartition dans quel secteur nous estimons qu'il fallait diriger donc ces recettes supplémentaires. Et on leur a dit, si vous êtes prêts à tenir compte de cette vision, eh bien, nous sommes prêts à vous soutenir au deuxième tour, et surtout si éventuellement pour la mise en œuvre de ce projet, vous êtes prêts à nous associer. Nous n'avons pas reçu malheureusement de réponse de la LMP. Il n'y a que le RHDP, par la plume, le RHDP. À l'époque, plateforme, hein, pas parti politique unifié. Non, je vous parle là de 2010. D'accord. Donc il n'y a eu que le RHDP, par la plume du président Alassane Ouattara, qui a répondu favorablement. Donc en plus du vote, au sein du parti qui a été favorable au RHDP, ma grande surprise d'ailleurs, c'est le président Alassane Ouattara qui a répondu favorablement. En tant que président, je n'avais plus d'autre choix que de suivre le choix de mon parti, qui était le RHDP. C'est ainsi que j'ai participé donc, au gouvernement du RDR et du RHDP, donc en tant que ministre de la fonction publique, en tant que ministre de l'enseignement supérieur et finalement pour 10 mois en tant que ministre de l'habitat et du logement social. Et votre question est comment ça s'est passé? Je peux dire moins bien avec le président c'est-à-dire Laurent Gbagbo. Moins bien, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je n'ai pas eu l'occasion d'aller jusqu'au bout de mes idées. Je ne parle que la durée. J'ai fait 3 ans à la fonction publique. Donc, la fonction publique de Côte d'Ivoire est une fonction publique qui est aussi vieille que la Côte d'Ivoire indépendante. En 3 ans, vous ne pouvez pas régler tous les problèmes. Je ne prends que ça. À l'enseignement supérieur, j'ai fait 1 an et demi. 1 an et demi. Est-ce que ce n'était pas une manière de se débarrasser de vous, qu'on vous affectait sommairement à ce poste très important? Bon, alors, disons que après 2 années environ à la fonction publique, personnellement, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce qu'il fallait rester ou est-ce qu'il fallait partir? Mais quand, à ma grande surprise agréable d'ailleurs, j'en ai même versé des larmes, le président m'a appelé pour dire il me faut un intellectuel. C'est sur ces termes. À la tête de l'enseignement supérieur, il faut que tu viennes pour diriger l'enseignement supérieur. Pour moi, le challenge était grand et beau. Malheureusement, je n'ai eu le temps que de poser le diagnostic, puisque à cette époque, l'université Félix Houphouët-Boigny était quasiment en ébullition, parce qu'après la réhabilitation, il n'y avait plus de laboratoire pour faire les travaux pratiques dans les facultés scientifiques. Donc les étudiants étaient constamment en grève. On n'a vraiment pas eu le temps de mettre en œuvre notre vision. On a pensé qu'après les élections de 2015, on aurait eu cette occasion. Malheureusement, juste après les élections de 2015, on nous a fait partir au logement social. Donc, en grosso modo, je ne vous demande pas d'établir une comparaison entre la gestion du président Laurent Gbagbo et celle de M. Alassane Ouattara. Mais si c'était le cas, quelle analyse feriez-vous de ces deux parallèles? Oh, je n'ai juste pas envie de comparer les choses qui ne sont pas comparables. Je vous dis juste que le temps que j'ai mis à la tête de chaque département n'était pas suffisant pour aller jusqu'au bout de mes idées. Je ne prends que ça, mais il y a autre chose. Je ne veux pas rentrer dans ces détails parce qu'il faut qu'on apprenne en Côte d'Ivoire à regarder l'avenir.
vous êtes aussi député. Oui. Et un des vôtres, en la personne de Alain Le Bognon, pour un tweet, fait la prison 1 an assorti de 300 000 francs d'amende. En Côte d'Ivoire, comment est-ce que pour un tweet on peut mettre un député en prison? Des voix plus autorisées ou plus instruites que la mienne se sont exprimées. Et je crois qu'il y a des magistrats, des avocats qui ont fait des déclarations. Mais on se constate qu'en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas de chance, ça peut t'arriver. Une élection, il faut la comparer maintenant à une chance. Vous ne parlez pas là d'une élection, vous parlez d'un d'un député par exemple. Pour un élu, qu'on soit élu ou pas en Côte d'Ivoire, si vous n'avez pas de chance, vous pouvez retrouver en prison. Même à l'issue de cette interview, je peux me retrouver en prison, je le sais. Alors vous voulez dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire? Je veux dire ce que vous traduisez. Il n'y en a pas du tout. Ce que vous comprenez là, c'est ce que je veux dire. Et pourtant, il y a des députés qui se plaisent à injurier publiquement d'autres députés parce qu'ils sont de l'autre camp. En l'occurrence, une dame qui est députée qui a fait une sortie mais fracassante sur les réseaux, qui a insulté une autre députée parce qu'elle est du PDCI. Bon, les femmes ont porté plainte, la plainte n'a pas été recevable chez le procureur. Comment vous expliquez qu'il y a une justice à 2 niveaux en Côte d'Ivoire? Ouais. Ne m'obligez pas à commenter ces choses qui relèvent un peu du ridicule. Notre pays est ridicule, c'est tout. En ce moment, il est ridicule. Mais je ne vais pas faire plus de commentaires, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne nous fait pas avancer. On est dans le ridicule. On atteint le fond du fond. Voilà, je suis pas... Vous êtes, là, en ce moment, vous n'êtes pas du tout fier d'être un élu de la nation. Je ne suis pas fier d'être un Ivoirien tout court, même si je n'étais pas élu, ça allait être pareil. Ça allait être pareil. Mais c'est vraiment pas ça qui m'intéresse. Pourquoi? Je pense que ces débats qui sont d'un niveau très bas, nous empêchent, nous tirent tous par le bas. Ouais. Vous comprenez ce que vous avez entendu de la part de ces députés? Si on se met à réagir par rapport à ça, et pourtant c'est important. À débattre, c'est important, mais attendez. Ça dénote complètement de la défiguration politique même du Parlement ivoirien. Mais sortons de là, on constate que c'est comme ça, mais il va falloir penser l'avenir. Il y a des situations plus dramatiques que ça. Il y a des gens qui font 20 ans d'études et qui, à l'issue de ça, ne trouvent pas du travail. Voilà les vrais problèmes. Et il y en a qui ont un niveau CM2 ou primaire et qui ont du boulot et qui ont des postes électifs. Voilà les vrais problèmes en Côte d'Ivoire. Si on se met à commenter des... Comment ça se passe au Parlement finalement? Vous qui êtes député, comment ça se passe? Parce qu'au vu de tout ce qui ressort publiquement, mais c'est qu'à l'intérieur du Parlement, ça doit être pire que ça. Comment ça se passe? Vous devinez. De toute façon, le Parlement, l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, il y a toujours des progrès à faire, comme partout dans tous les secteurs. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas véritablement de débat, il y a des votes mécaniques. Vous comprenez? Quand vous argumentez tout ce que retient le député qui est en face, c'est que vous n'aimez pas le président. Ça se rapproche à la personne du président, mais pas au débat de fond national. Oui, c'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas combien de temps va durer cette interview, combien vous avez prévu de consacrer cette interview. Mais moi, je suis en Europe pour parler du mouvement de la Nouvelle Côte d'Ivoire. On parle des injures auxquelles vous faites allusion. On va en arriver. On nous dit aussi que vous êtes député, ça ne nous arrive pas d'en rencontrer sur la place de Paris. Le président de la République contraint le président de l'Assemblée nationale à rendre sa démission. Tout ça, ça dénote des confitures politico-sociales. Mais attendons,
Ce que j'ai entendu de la bouche du président au cours de cette conférence de presse, c'est qu'il s'est entendu avec le président de l'Assemblée nationale pour que celui-là démissionne en février. Février, c'est 28 jours. Attendons si... Est-ce que c'est logique? C'est normal? S'ils se sont entendus, il dit qu'ils se sont entendus. Posez-moi la question en mars, on saura si c'est une contrainte ou si effectivement c'est au cours d'une rencontre qu'ils se sont entendus et que le président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kipafori Guillaume, pour ne pas le nommer, a décidé de laisser ses fonctions de président de l'Assemblée nationale pour aller poursuivre ses études aux États-Unis. Attendons, mais pour le moment, le président dit ils se sont entendus, il va démissionner. Et la toute dernière question pour qu'on rentre dans plus. Oui. Il y a le député maire du plateau qui a du mal à se faire reconnaître pour s'installer et on a l'impression qu'il n'a pas de solidarité parlementaire autour du combat que Jacques Gabriel mène. C'est une impression. Est-ce qu'elle est vérifiée? Solidarité, bon, c'est un candidat qui vient d'abord d'un grand parti comme le PDCI. Le PDCI, c'est le parti qui n'a vraiment besoin de personne pour mener ce genre de combat. Et je sais que le PDCI mène ce combat. Parce qu'il faut qu'en Côte d'Ivoire, on essaie de mettre balle à terre. Parce que si on veut répondre du tac au tac, on veut donner des réponses proportionnelles, on ne va pas s'en sortir. Je pense que le PDCI a pris la voie du droit. Ils ont pris la voie du droit. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Et on verra. Alors que bon, c'est que bon, dans un État, la Côte d'Ivoire, l'état de droit, bon, entre parenthèses, est-ce que ça pourrait éventuellement aboutir? Mais en dehors de l'état de droit, qu'est-ce que vous voyez? C'est l'état de force. Mais on a déjà connu ça. Il faut préserver des vies, il faut préserver l'essentiel, il faut préserver la Côte d'Ivoire. Parce que quand il y a la provocation, la personne qui provoque, peut-être s'attend la bagarre. Peut-être c'est la bagarre qui l'arrange. Mais nous, la bagarre ne nous arrange pas. Bon, dans cette lutte, on sait qu'il y aura des emprisonnements arbitraires, il y aura des élections. Vous parlez du plateau, mais vous aurez pu parler de Bassam. Oui, Bassam, Port-Boué, Rubino, il y a plein. On peut parler de tout ça. Moi, avant ces élections, j'ai dit que je n'y vais pas. Je ne vais pas à ces élections locales. Mon parti n'ira pas à ces élections locales. C'est le régime qui a décidé d'organiser ces élections pour démontrer au monde entier qu'ils sont majoritaires, avec une majorité écrasante, pour justifier la suite. Donc, je ne vais pas aller servir de cobaye pour que les gens démontrent que le sang est rouge. Le président Bédié a lancé une plateforme. On vous a vu plusieurs fois d'Aoukro aller le rencontrer. Est-ce dans le cadre de cette plateforme ou bien, si oui, quel conseil vous avez donné au président? Quel a été le motif de votre échange concernant cette plateforme? Moi, il y a longtemps que je vais voir le président Bédié. Je considère que c'est un aîné. Nous qui sommes des jeunes politiciens, je n'ai pas dit que je suis jeune, je suis un jeune politicien. Par rapport au président? Oui, par rapport à lui, mais on est des jeunes politiciens, on a besoin de rencontrer vos amis. Ces icônes, comme tu l'as dit tout à l'heure, ces icônes-là, échanger, apprendre, avoir leur avis, donner le sien, pour voir s'il peut en tenir compte. Donc, dans ce cadre, ça me plaît d'aller le voir. Mais évidemment, aujourd'hui, depuis 2016, moi je me considère dans l'opposition. En tant que personne, avec le mouvement que j'ai créé, la Nouvelle Côte d'Ivoire, nous sommes dans l'opposition. Quand le président Bédié a lancé cet appel de plateforme non idéologique,
par la suite, non seulement j'ai donné mon accord, à sa demande j'ai donné mon accord, mais j'ai invité publiquement toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens à faire bloc autour du président Bédié dans cette plateforme qui a pour but, pour l'instant, pour ce que je sais, qui a pour but de réclamer des élections libres, transparentes et justes. Et ça, tous ceux qui sont dans l'opposition devraient se retrouver là-bas. Qu'on s'appelle Pierre ou Paul, on devrait se retrouver dans cette plateforme. Ce n'est pas évident. Oui, c'est pas évident, mais est-ce qu'au niveau du FPI, par exemple, vous pensez que les deux pieds sont joints dans cette plateforme-là? Mais tout le monde le souhaite, mais c'est quand même pas évident. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses entre beaucoup d'incompréhension, mais interne, entre le FPI d'AFI, si on accepte qu'il y en ait deux, et le FPI du président Gbagbo. Il faut, ouais, faut appeler un chat un chat. Voilà, on disait FPI de Sangaré, mais je crois que c'est le FPI du président Gbagbo. Oui. Il y a des petites. Je dis petit, en guillemets, on ne peut pas régler ça du jour au lendemain. Il faut beaucoup de diplomatie, beaucoup d'état pour que les uns et les autres s'accordent à aller à l'essentiel. Alors, votre parti vous a été arraché par le président. Sur quoi politiquement vous fonctionnez? Vous n'avez plus de parti? Non, j'ai créé un mouvement. Et qu'est-ce qui s'est passé? On vous a arraché votre parti et pourtant vous étiez le fondateur. Oui, mais bon, après, les cas sont légion. Il y a eu le FPI qui a été divisé avant nous. Il y a eu MFA, il y a eu PIT, il y a eu l'UPC. En fait, dès lors qu'un parti ne prend pas l'option de soutenir le régime en place dans le président Ouattara, dès lors que le président devient critique par rapport à sa gouvernance, c'est mécanique. On infiltre le parti, on liquide par un congrès fabriqué, et puis on liquide le président de ce parti, on en installe un autre qui devient favorable à coup de promesses. À coup de promesses, de postes ou je ne sais quoi d'autre. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe. C'est mécanique, c'est vrai pour tous les partis. Et donc, moi j'ai estimé à un moment que je n'avais... Et vous n'avez pas mené la lutte juridique pour pouvoir récupérer votre... Ah oui, mais vous êtes depuis le début de cette interview en train de me démontrer que l'état de droit n'existe pas, que c'est difficile. Moi, je n'avais pas le temps à perdre, aller prendre des huissiers pour voir à qui appartient le siège, pour qu'on t'explique du siège, pour que tous les jours tu sois amené à répondre à des journaux. Je n'avais pas le temps. Et aujourd'hui encore, moi, je n'ai pas le temps pour faire des palabres. Alors, c'est quoi le mouvement que vous avez mis en place aujourd'hui? Le mouvement s'appelle la Nouvelle Côte d'Ivoire. Alors, ce que j'ai dit, c'est que ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement, mais qui n'est même pas un mouvement, c'est un projet. C'est un projet de société, c'est un programme de gouvernement pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes devenu un cabinet qui confectionnait des programmes de société au présidentiel à venir. Alors, c'est un cabinet en fait. En Côte d'Ivoire, où on continue de faire la politique politicienne, j'allais dire la politique tribaliste, alimentaire, tout ce que vous voulez, c'est parce que le parti ou la personnalité a comme vision, comme projet pour son pays, c'est son ethnie, c'est sa fortune. On peut rester dans ça. Ou à un moment donné, on décide de faire comme les grands pays, notamment celui où nous nous trouvons, dit c'est projet contre projet. On débat à la télévision, des débats contradictoires, et puis on choisit le meilleur projet. Si les partis n'ont pas de projet, moi je vois des gens qui disent ah oui, après lui c'est moi. Pourquoi après lui c'est pas moi? Mais après lui c'est toi, mais qu'est-ce qui s'apporte à la Côte d'Ivoire?
qu'on change le nom du président. Mais qu'on change le projet. Alors ce que nous disons, la nouvelle Côte d'Ivoire. Et pourquoi la nouvelle? La Côte d'Ivoire, il y a une ancienne Côte d'Ivoire, il y a une nouvelle Côte d'Ivoire. Oui, nous proposons une nouvelle Côte d'Ivoire. Parce que. Ah, vous proposez une nouvelle Côte d'Ivoire? Parce que, je vous explique. D'accord. Dans notre vision, ce n'est pas le véhicule, la vitesse ou le chauffeur qu'il faut changer. Il faut changer de route. Il faut changer de chemin. Le chemin que nous avons pris, il va nous conduire, il nous conduira fatalement dans le rabais. Comment on peut construire un pays, on peut développer un pays, on peut même parler d'émergence dans un pays quand l'école est dans une situation de ruine avancée, quand l'école est dans le coma. Moi j'ai eu un premier ministre qui disait mécaniquement il n'y a de richesse que d'hommes. Mais c'est la vérité, il n'y a que de richesse d'hommes. Ce qui a fait la différence à un moment donné entre les pays d'Asie, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie et autres, et les pays africains, ce qui a fait la différence, c'est la formation. C'est la formation. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, les classes au primaire, au secondaire, c'est entre 80 et 130 élèves. Mais c'est pour une seule classe. Pour une seule classe, en double vacation, s'il vous plaît. Mais là, je ne vois pas comment quelqu'un, dans cet environnement, dans cette situation, peut venir me parler d'émergence ou de développement. C'est pas possible. C'est même pas possible, c'est une hérésie. Donc, cette direction qui consiste à appeler les Français, appeler les Chinois, appeler les Japonais, pour qu'ils viennent faire chez nous le travail qu'il y a à faire, est une mauvaise direction. Ou vous voulez que nos enfants, même si on les avait bien formés, vous voulez qu'ils fassent quoi quand les Chinois et les Japonais et les Français font tout chez nous? On accuse souvent aussi le système impérialiste, le colonisateur qui, paraît-il, serait tapis dans l'ombre, en train de tirer sur les ficelles parce que cet impérialisme s'engraisse dans le désordre, dans tout. Et cette accusation que les gens font de la France qui ne veut pas, le système français qui ne veut pas le développement des pays africains, vous n'y croyez pas, vous alors? Moi, mon problème n'est pas là. Y croire ou ne pas croire, c'est vraiment pas ça mon problème. La question que je me pose, est-ce que c'est la France, pour prendre le cas de la France, est-ce que c'est la France qui oblige l'élite politique à venir ouvrir des comptes en France, dans les banques françaises? Et si c'est des critères? Et si c'est des critères? Des critères pour que ces élites-là puissent être mieux vues et cautionnées dans leurs bêtises par le système. Enfin, entre guillemets, excusez-moi de l'expression. Mais sortez de ces fantasmes-là. Ça ressemble à des gens, les fantasmes de gens qui n'ont pas été à l'école. J'ai dit, est-ce que la France oblige un Ivoirien à venir ouvrir un compte ici? Non. Est-ce que la France oblige les Ivoiriens qui ont l'argent propre ou sale, à venir acheter des pavillons, des maisons ici et payer l'impôt ici? Non. Mais commençons par là. Commençons par là. Même si la France nous oblige à faire autre chose, commençons par là. Est-ce que c'est la France qui demande à la Côte d'Ivoire d'envoyer des boursiers ici? Parce que le résultat, tous les enfants qu'on envoie ici pour faire des études après le bac ou après le master, mais aucun ne revient en Côte d'Ivoire. Aucun ne revient en Côte d'Ivoire. C'est encore une autre place, ça. Aucun ne revient en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, quand vous venez là, moi j'en ai rencontré sur le parvis de la Défense, qui ont été très bien formés, mais qui n'ont aucun projet pour entrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'aucun parent aujourd'hui n'encourage son enfant à revenir en Côte d'Ivoire. Et ces pays européens qui ont une population vieillissante, nous sommes en train de leur fournir la main-d'œuvre pour maintenir leur développement. Et ça, avec les impôts des Ivoiriens, on paye des bourses pour que les gens viennent faire ces études. Mais commençons à mettre de l'ordre.
Avant d'accuser ton voisin, mais il faut balayer au moins ta maison. Monsieur le ministre, vous n'avez pas de compte en France? Moi? Oui. Le seul compte que j'ai en France, vous en avez quand même? Je vous explique. C'est celui qui est la Société Générale depuis que je suis étudiant au plateau. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, j'ai découvert que le compte que j'ai à Abidjan, je peux l'utiliser ici grâce à la carte Visa. Je vous montre la carte. Je vous crois, je vous crois. J'ai un seul compte et j'ai toujours dit, si pas extraordinaire, quelqu'un trouvait un compte avec le nom de Nyamie Kona. Père Alamba Nyamie, mère Gouli Amena, né à Toumoudi. Si quelqu'un trouve un compte avec ces caractéristiques, je l'autorise à prendre tout ce qui est de même comme argent. Mais moi, je ne suis pas un imbécile pour venir garder mon argent en France. Je ne suis pas un imbécile. Je ne l'ai jamais fait. Je ne suis pas un imbécile. Tous ceux qui font ça, je regarde la caméra, je dis c'est des idiots, c'est des imbéciles, c'est des gens qui n'ont rien compris. Est-ce que les Français vont ouvrir les comptes dans les banques ivoiriennes? Non. Pourquoi non? Si ce n'est pas des entreprises, monsieur. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais, monsieur le ministre, vous êtes dans la politique. En Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, on dit pour être élu, il faut avoir l'onction de la France. Et la France aussi, si elle pose comme des exigences. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu de parler des choses que vous n'avez jamais vues. Mais qui existent. Vous n'avez jamais vu. Comment vous pouvez dire que quelque chose existe alors que vous n'avez jamais vu? Vous ne l'avez jamais vu. Et personne ne vous a dit, moi la France a fait pression sur moi pour que je vienne ouvrir un compte en France. Personne ne vous a dit ça. Mais si vous me dites le nom de la personne, on arrête cette info, on va la trouver. Mais si demain vous désirez être président de la République, il faut bien que ici, la France, excusez-moi du peu, la France vous cautionne, vous valide votre candidature. Je vous dis. Oui. Je vous dis. Votre caméra, j'espère que votre chaîne, elle est regardée. Elle est regardée, ne vous inquiétez pas. Le jour que je suis proclamé, élu et proclamé président de la République de Côte d'Ivoire, je ne viendrai pas en France. Pendant 5 ans, je ne mettrai pas pied ici. Vous n'allez pas rester longtemps au pouvoir. Comment? Vous n'allez pas rester longtemps au pouvoir. Mais on ne cherche pas à rentrer. Moi, je ne cherche pas à rentrer. Mais rester longtemps. Moi, je veux faire. Les choses que je veux faire, elles sont simples. Je veux que chaque Ivoirien ait une formation, une bonne formation, et ait un travail bien rémunéré. Et pour ça, il me faut récupérer l'argent de la corruption que j'évalue aujourd'hui à 3 000 milliards. 3 000 milliards. 3 000 milliards. Celui qui n'est pas d'accord, on s'arrête, on discute. 3 000 milliards pour investir massivement dans l'éducation et la formation des jeunes Ivoiriens. Et je ne vois pas, quand je serai en train de récupérer ces 3 000 milliards qui vous étonnent, et construire des écoles, former des enseignants de qualité, je ne sais pas quel temps j'aurai à venir me promener en France. Si le président de la République française veut me voir, il va falloir bien qu'il se déplace en Côte d'Ivoire. Oui. Mais c'est des discours radicaux comme ça que beaucoup ont tenus et qui ne sont pas restés longtemps au pouvoir. Qu'est-ce que vous en savez? Donnez-moi un exemple. Laurent Gbagbo. Il a dit quoi? Laurent Gbagbo a dit quoi? Laurent Gbagbo voulait remettre en cause le franc CFA par exemple. Et tous les investissements tentaient de reformer et ça lui a valu ce que ça lui a valu aujourd'hui, monsieur. Mais c'est des fantasmes. C'est des fantasmes. Macron est parti à Ouaga. Il a dit aux étudiants burkinabés, si vos chefs d'État veulent sortir du franc CFA à 8h, à midi ils sont. C'est des fantasmes. Gbagbo, il a fait 10 ans au pouvoir. Il n'avait pas à vouloir, il veut. Il n'avait qu'à le faire. Un président, il ne veut pas, il fait. C'est quand on est candidat qu'on veut. Moi, je suis candidat, je veux. Mais quand je suis président, je fais. Aussi facile. Hein? Aussi facile comme un beau jour. Mais c'est facile. Oui, monsieur le ministre. Le Ghana à côté, il n'est pas français. Oui. Le Maroc n'est pas français. Ils ont tué les Marocains. Non, mais le Ghana ne prenait pas l'exemple du Ghana parce que le Ghana n'a pas été colonisé par la France. Bon. Le Ghana a sa propre monnaie.
Donc vous êtes encore colonisé. Oui. Mais oui. Mais la colonisation, ça commence par votre propre. Ça est dans l'esprit. Il faut l'enlever. Mais bien sûr. Pourquoi est-ce que vous qui êtes ici là, si on demande, on réunit 100 Ivoiriens qui sont ici, on leur dit, où sont vos comptes? Ils vont dire, les comptes sont en France ici. Pourquoi vous ne pouvez pas, vous n'allez pas, prenez pas votre argent pour aller mettre dans la Générale ou dans la BCC ou dans une banque? Vous pouvez l'utiliser ici. Pourquoi vous ne gardez pas ça en Côte d'Ivoire? Moi, j'ai mon compte à la BRCI. Eh bien, c'est bien. Est-ce que les autres sont comme vous? J'ai mon compte. Les autres sont comme vous? Bon, ça c'est... Mais voilà. Bon, alors... Mais les Africains, ils ne veulent rien faire. C'est toujours eux qui... Mais essayez de faire quelque chose et tout le monde va voir qu'on vous en empêche. Oui, on voulait. Quand on est président, on ne veut pas. On fait. Et si tu vas dire à quelqu'un que je veux faire, alors que ça ne va pas dans son intérêt, il va t'empêcher de faire. Absolument. Mais il se levait un matin, tu as fait. Il te fout une balle dans le crâne. Monsieur le ministre. Donc vous avez peur de mourir. Mais celui qui a peur de mourir... Il ne fait pas de politique en Afrique. Ah mais bien sûr. Mais s'il faut tuer alors tous ceux qui ont des ambitions... Mais je dis celui qui a peur de mourir, il ne pourra pas faire la politique en Afrique. Mais c'est même pas la France qui va te tuer, c'est tes propres frères. Bien. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour sauver la Côte d'Ivoire de là où elle est? Et comment vous voyez l'avenir de votre pays, la Côte d'Ivoire? Arrêtons de perdre notre temps à des débats inutiles. Faisons en sorte que la politique redevienne une saine et fraternelle compétition entre frères et sœurs, par l'intermédiaire de projets de société. Ceux qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire avance nous retiennent ou nous poussent toujours dans des débats de bas étage. Par les injures, par les... Il faut qu'on sorte de là. Moi, je ne veux plus en faire. Je ne veux plus en faire. Moi, en principe, aujourd'hui, mon discours, ce n'est pas de critiquer ce que les gens font. C'est de proposer ce que je veux faire. Parce que, justement, j'ai dit, le chemin sur lequel ils sont, c'est pas ce chemin-là qui va nous amener au développement. Donc pour moi, il ne s'agit pas de proposer, ah, je vais être le nouveau chauffeur, ou je vais changer de véhicule, pour qu'on aille plus vite, parce qu'on s'en va dans le ravin. Donc je propose un autre chemin, une autre voie. Donc ça ne m'intéresse même pas de critiquer. Faites-nous le résumé, donnez-nous 4 ou 5 grands points de ce projet qui vous tient à cœur. Mais je vous ai dit... Vous avez parlé de la formation de qualité. Attendez. Mais vous n'avez pas parlé de santé. Parce que le problème en Afrique, c'est que les hommes politiques qui viennent, ils déroulent des programmes, mais tout en sachant qu'en 50 ans, ils n'ont pas fini de faire ça. Dites aux gens ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire c'est imaginaire. Dites aux gens ce que vous pouvez faire. Déjà, le challenge que moi j'ai choisi, de recréer une école d'excellence, c'est ma priorité des priorités. Déjà, je vous dis, pour avoir des effectifs de 50 élèves par classe, il me faudra recruter 200 000 enseignants. 200 000 enseignants. Et ça, il vous faut autour de 2 000 milliards pour payer le salaire de ces enseignants. Et pour avoir cet argent, ce n'est pas la France qui va nous prêter cet argent. Il va falloir qu'on trouve cet argent nous-mêmes. Par la lutte contre la corruption et les détournements. Mon ami, si tu fais ça en 5 ans, mais on doit te décorer, construire un monument pour... Et tu passes la main. Mais tu vas venir dire aux gens, je vais faire ceci, je vais faire cela. Quand je parle de corruption, de lutte contre la corruption, c'est parce que je sais que dans ce domaine, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Parce que personne ne l'a prouvé
en dehors de moi qui peut lutter contre la corruption. Je suis le meilleur, donc je parle de ce que je sais faire. Quand je parle de l'école, j'ai été ministre de l'enseignement supérieur, je sais exactement ce qu'il faut faire à l'école. Donc, je parle des choses que je sais faire. Et si vous faites ça en 5 ans, vous avez sauvé le pays, vous remettez le pays sur les rails. Mais bien entendu, si les gens travaillent, les problèmes de santé sont réglés, sont au moins diminués, divisés par 2, parce que les gens ont les moyens d'acheter leur Doliprane, d'acheter leur Nivaquine, d'acheter leur aspirine. C'est la pauvreté qui crée les problèmes de santé. Est-ce qu'en France ici, vous cotisez pour la... Vous cotisez, vous avez l'assurance maladie universelle au CMU. Il y a ça ici? Oui, non. Bon, moi je trouve que on n'a même pas besoin de ça. On n'a même pas besoin de ça, c'est parce que les gens sont incapables de percevoir la TVA. Mais tu augmentes la TVA de 2 points ou de 3 points, c'est ce qu'il faut. Mais tous ceux qui consomment, ils payent quelque chose. Tu n'as pas besoin de mettre encore un système complet. Tu récupères cet argent, tu l'investis dans la santé. Qu'est-ce que la médecine aujourd'hui? C'est les équipements, les plateaux techniques. On prend ton sang, on regarde, on sait de quelle maladie tu souffres. Et on ne tâte pas les gens, on n'ouvre pas les yeux, sort ta langue, il faut cracher. Non, on prend ton sang, on met dans une machine, on sait quelle est la maladie que tu as et quelles sont les molécules qu'il faut plus te soigner. Donc, si on a l'argent, on équipe nos CHU, on occupe nos hôpitaux. Et puis moi, je vois quelqu'un je ne veux pas être je veux créer le ministère de la maladie ou de la mort, le ministère de la santé. Le ministère de la santé, ça veut dire quoi? Il faut faire en sorte que les gens ne tombent pas malades. C'est la prévention. Il faut permettre aux personnes, à partir d'un certain âge, d'avoir des droits à des bilans de santé régulièrement. Après 60 ans, tu peux décider que tous ceux qui ont plus de 60 ans ont un bilan de santé gratuit chaque année. Bon, en fait, les médecins m'aideront à concevoir ce programme, mais il faut une médecine préventive. Il ne faut pas attendre que les gens soient malades. Il faut une médecine de proximité. Dans le quartier où moi j'habite, au carrefour d'Uncan, je ne sais pas, il y a environ 50 familles, mais pour 50 familles, il te faut un médecin dans le quartier, un médecin de proximité, un médecin de famille. Nous, on a des idées sur tout, mais on ne parle que pour 5 ans, ce qui est essentiel et ce qu'on peut faire dans 5 ans. Après, je peux en parler de tout. La Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est 32 millions d'hectares. Si vous prenez 12 millions d'hectares pour les villes, les 20 millions qui restent, il n'y a pas un endroit où on ne peut pas faire pousser quelque chose. L'État peut décider de faire des plantations clés en main, des fermes agro-pastorales et former les jeunes dans l'agriculture et les donner. De toute façon, on a l'avantage d'avoir une terre qui est fertile. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, ce n'est pas vrai pour l'Israël, ce n'est pas vrai pour le Japon, ce n'est pas vrai pour la Corée. Nous, on a cette chance. Qu'est-ce qui nous empêche de faire des fermes agro-pastorales clés en main? Mais la nouvelle Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, nous produisons tout ce dont on a besoin. Former une jeunesse pour qu'elle puisse produire tout ce qu'on a besoin. On a besoin de manger, il faut qu'on produise la nourriture qu'on n'importe pas. On a besoin de se loger, il faut qu'on fabrique du marbre avec les pierres qui sont à Abidjan. On a besoin de se déplacer, il faut qu'on apprenne nos jeunesses à fabriquer des moteurs. On a besoin de machines électroniques, il faut qu'on apprenne nos jeunesses à fabriquer des puces électroniques. La France ne viendra pas nous attaquer parce qu'on a créé à Yamoussoukro ou à Mama ou à Daokro un lycée qui apprend aux jeunes la robotique ou la fabrication de puces électroniques. Ils vont venir nous attaquer pour ça. Mais arrêtez vos conneries. C'est tellement facile d'accuser la France quand on ne veut rien faire. Alors, d'habitude, nous consacrons 26 minutes. Aujourd'hui, nous avons débordé parce que la qualité de l'intervention et la qualité des propos du ministre nous retient. On sait qu'il a beaucoup de projets et il y en a qui diront, est-ce que c'est pas utopique? Mais quand il fait la démonstration... C'est utopique. C'est utopique d'augmenter les recettes douanières d'un pays de 80% à la moitié du pays. C'est utopique ça. Ça c'est la chose la plus difficile. La douane était l'administration la plus corrompue. Douanier, ça voulait dire agent corrompu. Mais au bout de 2 ans,
le douanier était l'exemple. Et moi, j'ai vu des Blancs venir de l'Organisation mondiale des douanes dire « Ah, mais il y a de telles procédures ici en Afrique. » Moi, j'en connais un qui est venu, qui a tout copié pour l'installer à Madagascar parce que sa femme est d'origine malgache. Alors, suite à cet entretien qui tire à la fin, nous sommes très heureux que vous preniez votre temps à nous écouter parce qu'effectivement, la Côte d'Ivoire a besoin de matière grise pour concevoir la paix. Parce que ça fait partie des sociétés, des programmes de société, que ceux qui ne peuvent pas faire la politique. Parce que c'est ça aussi. C'est les politiques qui élaborent les projets de société et qui conduisent le destin de leur pays. Nous allons donner la parole de fin à Monsieur le ministre, qui est de passage ici, pour lui demander, Monsieur le ministre, quel serait votre mot de fin? Ce que je souhaite, c'est de pouvoir parler à tous les Ivoiriens, qu'ils soient PDCI, qu'ils soient FPI et qu'ils soient RDR, pour leur démontrer que ce n'est pas le PDCI, le FPI, le RDR qui va sortir la Côte d'Ivoire de là où elle se trouve. Mais c'est une vision, c'est un projet de société, c'est un programme de gouvernement porté par un homme. Parce que l'élection présidentielle, c'est un homme face à la nation. Ce n'est pas un parti, c'est un homme face à la nation. Moi, c'est ce que j'ai. On peut garder son parti. Si ça vous plaît de garder votre parti, d'ailleurs, les Ivoiriens. Et comment ça n'est plus croire? Les partis politiques d'Afrique, je ne comprends pas. Ce que je disais à certains de vos amis ou bien de vos frères que j'ai rencontrés ici à Paris, j'ai dit, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous avez quitté la Côte d'Ivoire parce que ça n'allait pas. Pour venir vous chercher ici. Donc, une fois arrivé ici, c'est vous qui devez faire la promotion du changement. Or, je vous vois ici organiser une association pour soutenir justement la politique à cause de laquelle vous avez fui pour venir ici dans le froid et supporter les humiliations. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il faut écouter les gens. Ouattara veut un troisième mandat, je m'en fiche. Mais c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait en 10 ans et il fait maintenant? J'ai besoin d'entendre. Bédier veut redevenir président, soit vrai ou faux. Mais s'il veut, je m'en fiche maintenant. C'est quoi le programme? Si Gbagbo rentre, il a le droit de se présenter. Je serais heureux, je n'aime pas voir un frère, un grand frère en prison. Je suis heureux qu'il soit libre. S'il veut devenir président, j'ai besoin d'entendre. C'est quoi le projet? C'est le même ou c'est différent? Mais il faut qu'on s'écoute. C'est comme ça on va arriver à la paix. Mais si on continue les trucs tribalistes, il m'a fait ça. Tout le monde a fait quelque chose à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Tout le monde. Aujourd'hui, les Gauls, nous quand ils nous voient dire, ah mais vous êtes les gens du Golfe. Qui a créé le Front républicain? Les pays, les leaders. Chacun à sa part de responsabilité. De bonne ou de mauvaise foi, à sa part de responsabilité. Nous, on a travaillé le président Ouattara, je vous dis la raison principale, on a accepté déjà du Fonds monétaire international. Ancien gouverneur de la BCEAO, il a fait l'université aux États-Unis. Pour nous, c'est quelqu'un qui venait pour instaurer une gouvernance moderne. Ah, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, l'épine dorsale de sa gouvernance, c'est le rattrapage. Mais là, on n'est plus d'accord. Il n'y a personne pour le lui dire en fait. Mais on le dit tous les jours, mais il n'en a que. On le dit tous les jours, on l'écrit tous les jours. Tous les jours, les gens publient les résultats des concours et des examens publics sur les réseaux sociaux. Ils voient
Mais il n'en a qu'une. Et pourquoi? Mais à partir de ce moment, nous, on n'est plus d'accord. On lui a fait confiance. On s'en fichait. Moi, je m'en fichais à la fin, s'il était ivoirien ou pas. C'était pas ça, mon problème. Même s'il était étranger, avec le parcours qu'il a, il va peut-être mettre de l'ordre dans le pays. Mais on se rend compte que ce n'est pas ça. Il est sur la voie que je viens de décrire, la voie des ponts et des routes et des échangeurs construits par les Libanais, les Japonais, les Français. Ça ne m'intéresse pas. Tant que ce ne sont pas les Ivoiriens qui vont faire ça, c'est celle de façade. Ils vont faire ça, mais les Ivoiriens vont dormir sous le pont. Donc, il faut qu'on sorte. C'est des trucs qui vont nous amener. Avez-vous un appel à lancer? Mais c'est l'appel que je lance, surtout à la diaspora. C'est pour ça que je suis ici. Écoutez les hommes politiques ce qu'ils veulent. Laissez les histoires de partis politiques. Les gens me disent, mais tu n'es pas PDCI. Mais moi, ça me coûte quoi? Ça me coûte combien pour aller prendre ma carte de PDCI? Mais c'est ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Quelle est la vision, le projet qu'on a pour notre pays? Si on arrive tous à arriver à cette exigence de projet contre projet, vous allez voir que ce qui nous rapproche est plus important que ce qui nous divise. Merci de nous avoir écoutés. Il s'appelle Monsieur Nyamia Kona, grand informaticien. Il a fait ses preuves sous le président Gbagbo, sous le président Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, il en a tiré les grandes conclusions. Il s'est rendu compte que, effectivement, quand on n'a pas un projet de société, ça divague et ça entraîne un désordre. Il veut mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. Bientôt, il va rencontrer la diaspora ivoirienne en France. Et que même ici, comme en Côte d'Ivoire, il a émis un vœu. Écoutons-nous si nous voulons aller de l'avant. Merci et à très bientôt. Merci, monsieur le ministre. Merci. Merci beaucoup.